En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Michel Onfray. Il évoquera avec nous son dernier livre, La foudre gouverne le monde. C'est aux éditions Albin Michel et c'est le nouveau tome de son journal hédoniste, chronique d'un esprit libre dans un temps qui l'est de moins en moins. Nous parlerons aussi avec lui des élections européennes, élections pour lesquelles il ne votera pas, ou encore de la loi sur l'euthanasie à laquelle il est favorable. Les élections sont-elles un piège à con? Les souverainistes sont-ils les grands gagnants de ces européennes ou au contraire les grands perdants? La loi sur l'euthanasie est-elle un progrès de la liberté ou de l'individualisme radical? Peut-on enrayer la décadence ou doit-on se résigner à mourir debout? Tout de suite les réponses de Michel Onfray en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission. Pendant 1 heure, nous allons parler de votre livre qui balaie beaucoup de sujets puisque c'est une forme de journal intime que vous avez débuté depuis longtemps, depuis les années 90, de votre journal hédoniste. Et peut-être tout simplement pour commencer, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme hédoniste, Michel Onfray? C'est un terme qui est parfois mal compris en tant que philosophe. Qu'est-ce qu'un journal hédoniste? Oui, vous avez raison, c'est un mot important parce qu'il signifie une chose et son contraire, un peu comme matérialiste, idéaliste, ou philosophe, ou épicurien. Vous avez des mots comme ça qui disent une chose et leur contraire. Un épicurien, c'est un disciple d'Épicure, donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une logique très, très austère, qui ne satisfait que la soif et la faim par un verre d'eau ou une tartine de pain. Et en même temps, l'épicurien, c'est aussi cigarette, whisky et petite pépé, quoi. C'est un peu problématique, il y a une grande tension entre les deux définitions. Entre les deux définitions. Idem pour hédoniste, peut-être encore plus pour hédoniste. Voilà, et c'est la même chose avec l'hédonisme, parce qu'effectivement, l'hédonisme, c'est la vision du monde qui suppose que le plaisir est le souverain bien. Alors évidemment, vous allez me dire quel plaisir. Si le plaisir, c'est le plaisir consumériste de l'accumulation, pour le coup, cigarette, whisky et petite pépé, c'est pas l'hédonisme que je défends. J'ai voulu défendre un hédonisme philosophique contre un hédonisme trivial, de la même manière que jadis, avec un livre que j'avais consacré à Diogène le cynique, 91, je crois, du siècle dernier, j'avais voulu défendre un cynisme philosophique contre le cynisme contemporain. J'ai commis une erreur en pensant qu'on pouvait subtilement, comme ça, inverser les vapeurs, en disant, non, je vais inverser le cours des choses, en disant, il n'y a pas que les définitions triviales, on peut être un matérialiste en tant que philosophe en pensant qu'il n'y a que de la matière et des atomes sans être un obsédé de l'argent, on peut être un hédoniste sans être un jouisseur invétéré, on peut être un cynique sans être sans foi ni loi. Mais bon, ça s'appelle journal hédoniste et je le conserve, ce mot, parce que le plaisir change et le plaisir change évidemment en fonction des âges qu'on a. J'ai eu 20 ans, j'ai eu disons 30 ans et j'ai maintenant un peu plus, donc 2 fois 30 ans. Donc, il y a un moment donné où le stoïcisme, il est plutôt épicurien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça pourrait être celui de Lucrèce plutôt que celui d'Épicure. Et puis, c'est-à-dire qu'on cherche activement le plaisir. Et puis, à un moment donné où, l'âge venant, on cherche l'occasion de ne pas avoir de déplaisir. Et c'est une nouvelle définition du plaisir qui consiste à dire, ouh là là, si j'évite vraiment les ennuis, les douleurs, les souffrances, y compris corporelles et physiques, alors finalement, c'est un plaisir particulier. Vous savez, il y a un moment donné dans Lucrèce où il dit, Suave mari magno, comme on dit en latin tout au début de ce vers, où il dit il y a un plaisir particulier à voir un bateau qui coule au loin quand on est soi-même les 2 pieds sur la plage, bien au sec, bien tranquille. Non pas qu'il jouisse de Du voir malheur. mais cette façon de dire, quand on voit le malheur du monde et qu'on s'aperçoit qu'on est épargné par le malheur du monde, il y a un certain plaisir à connaître cette situation. Et est-ce que justement votre hédonisme a changé depuis le début de l'écriture de journal? On imagine que c'est pas devenu un hédonisme consumériste, mais avec le temps venant, la recherche du plaisir, comme vous le disiez là, a changé de nature pour vous aussi. Vous êtes plus le même homme qu'en 1991? Bon, ça, c'est le cas de tout le monde. Je veux dire, quand on a 30 ans et qu'on a 60 ans, on est le même homme et on n'est pas le même homme. C'est-à-dire que j'ai appris des choses, j'ai perdu des gens qui comptaient auprès de moi, ma compagne, mon père, par exemple.
J'ai une autre vie aussi maintenant. J'ai rencontré une compagne et que j'ai épousée. J'ai eu deux enfants puisque c'était ses enfants et qu'ils sont devenus les miens et que donc j'ai eu deux petits-enfants aussi. Donc on ne peut pas imaginer que des deuils, des décès, des changements dans une vie aussi importants, aussi radicaux, ça compte pour rien. Je suis devenu un peu plus visible, peut-être médiatiquement, ce qui génère beaucoup de haine, de violence, de méchanceté, etc., d'envie. Mais ça, ça fait partie des choses un peu normales. Et puis le monde a changé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire Hmm. ce premier journal hédoniste qui s'appelait Les Vertus de la Foudre, je crois que non, c'était Le Désir d'être un volcan, le premier tome. Il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait à peine des ordinateurs domestiques, je dirais. Il n'y avait évidemment aucune voiture électrique, aucune trottinette électrique, et puis la gauche était encore de gauche, la droite Hmm. était encore de droite. Justement, c'est l'un des thèmes, hein. Je vous demandais si vous aviez changé personnellement, mais ce que vous écrivez au début de ce journal, c'est que vous n'avez pas changé politiquement. En revanche, le monde, lui, a changé. Oui, et puis la gauche aussi. Hier, j'ai Hmm. vu une dame dans la rue qui était toute défaite et me dit: Ah, Michel Onfray, je vous ai adoré pendant 20 ans, mais depuis que vous êtes devenu quand même. Alors, elle voulait pas dire facho, elle était gentille, elle voulait pas dire d'extrême droite, elle était gentille, elle cherchait ses mots gentiment. Et bon, j'attendais un taxi, on a pu avoir une longue conversation, mais je dis: Mais demandez-vous, madame, si vous pensez vraiment que c'est moi qui ai changé ou si c'est la gauche qui a changé. Hmm. Je ne pense pas, par exemple, alors je ne suis pas suspect d'avoir des amitiés pour François Mitterrand, mais je ne suis pas bien sûr que François Mitterrand aurait défendu l'allocation des utérus, la vente des enfants, les relations sexuelles avec les animaux, enfin toutes ces choses qui font le progressisme d'aujourd'hui, ou cette idée que le transgenre, ce serait l'avenir de l'humanité. Donc je ne crois pas que forcément cette gauche-là, cette gauche des années 80, pour laquelle je votais, elle existe encore. Alors elle existe encore chez des personnes âgées, par exemple. Quand je dis âgées, c'est que je me comprends là-dedans. Mais des gens qui disent: Bah oui, c'est vrai, on ne reconnaît plus notre gauche, et heureusement que vous êtes là et que vous dites des choses, etc. Mais qui n'osent pas le dire parce qu'eux, ils ont peur de passer pour des lepénistes ou je ne sais quoi, ou des fourriers de l'extrême droite. Mais j'ai bien l'impression que ce qui faisait mon combat politique à l'époque, c'est-à-dire une gauche, pas jacobine, pas marxiste, je n'ai jamais été marxiste, je n'ai jamais été communiste, j'ai encore moins été d'extrême gauche, évidemment, mais ma gauche proudhonienne et libertaire, qui par certains aspects est assez libérale. Je ne suis pas pour une économie dirigiste, je suis pour la Hmm. libre entreprise, je suis pour des écoles libres, je suis pour une tolérance élargie. Pour le Donc, petit commerce aussi, bien sûr, hmm. et bien sûr. Les Et ça peut PME. venir. Ben, enfin, quand on dit le capitalisme ou le prolétariat, c'est un peu simple. Vous avez des gens qui ne possèdent pas des entreprises, mais qui sont patrons Hmm. de CAC 40 et qui gagnent des milliards, et qui sont des prolétaires dans le sens de Marx, parce qu'ils ne possèdent pas leur force de production. Et puis, vous avez des gens qui possèdent leurs moyens de production, pardon, et vous avez des gens qui possèdent leurs moyens de production comme un petit boulanger et qui est présenté comme un capitaliste selon les critères du marxisme. Donc, j'ai toujours trouvé ça stupide à Hmm. l'époque. Je trouve ça encore plus stupide aujourd'hui parce qu'effectivement, je sais pas quoi, boulanger, poissonnier, que le coiffeur ou autre, Hmm. sont des gens qui C'était travaillent beaucoup. la France des Gilets jaunes, finalement, que vous avez défendu. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelait Une grandeur du petit peuple. Hmm. Et je pense que les Gilets jaunes ont été récupérés par la France insoumise. Moi, j'ai souvenir qu'il y a eu 4 semaines pendant lesquelles, tout au départ du mouvement, on entendait Coquerel dire que tous ces gens-là, c'était des gueux. Hmm. C'était la même chose avec toute la France insoumise. Puis quand ils ont vu que ça marchait, ils ont adhéré au truc. Alors là, on a supprimé les passages, et ils ont des bons community managers, ces gens-là. Ils ont supprimé les passages qu'on trouvait sur le net à l'époque. Et puis ça a disparu. Ils ont bien effacé tout ça. Ça doit être dans les 10 millièmes pages que vous trouvez ce genre Hmm. d'informations sur le net. Et là, ils ont récupéré le mouvement et en le parisianisant, Hmm. en le jacobinisant, si vous me permettez ces néologismes, Hmm. c'est-à-dire que ces ronds-points de province, ils ont disparu au profit de manifestations dans Paris, que pouvaient mieux orchestrer en sous-main Mélenchon et les siens avec la CGT, avec Sud, etc. On prête des voitures, on prête des mégaphones, on fait des banderoles, etc. Et puis on défile sur les Champs-Élysées. Et à partir de ce moment-là, les Gilets jaunes se sont trouvés Hmm. noyautés, y compris par ceux qui se sont retrouvés un jour à saccager l'Arc de Triomphe, alors que les vrais Gilets jaunes, eux, défendaient la flamme du soldat inconnu. Mais évidemment, les médias n'ont eu de cesse de faire savoir que les Gilets jaunes, c'était tout entier la récupération qu'en faisait Hmm. Hmm. Mélenchon, puisque on le voit bien, c'est sa stratégie et sa technique. Dès que ça bouge quelque part, il arrive.
J'avais pas du tout l'intention de vous parler de ça, mais puisqu'on a entamé un peu une discussion sur les Gilets jaunes, une des critiques qui était faite par Mélenchon, mais aussi par une partie de la gauche au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il était poujadiste. Ce mot est revenu. Et je me demandais, vous, en tant que philosophe, est-ce qu'il y a finalement des points communs entre le poujadisme et le proudhonisme? Oui, parce que je pense que les mots sont parfois utilisés comme des insultes et Hmm. je serais assez curieux de voir les gens qui parlent de poujadisme nous en donner une vraie définition. Hmm. C'est quoi le populisme? Voilà. Alors ils vont vous dire, ah, c'est un populisme. Oui, c'est quoi un populisme? Et puis là, quand ils auront fini avec les insultes, c'est-à-dire que ça durera une quinzaine de secondes, ils seront bien incapables d'expliquer ce qu'était ce mouvement. Il y avait, moi, quand j'étais jeune, un mouvement qu'on appelait le Sidunati, avec Nicou, Gérard Nicou, je crois. Oui. Et c'était des gens qui défendaient les petits, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais un copain dont le père était cordonnier. Il était aussi du Nati. Alors, il aurait pu être poujadiste simplement parce que lui, il savait faire des matelas, il savait réparer des chaussures, il savait faire des ceintures en cuir, il avait des gestes magnifiques. Mais simplement, il savait pas faire ses comptes, il savait pas faire de la comptabilité. Il n'était pas allé à l'école très longtemps, il était entré en apprentissage très tôt. Et quand on lui demandait de la paperasserie, quand on lui demandait des déclarations, on lui demandait en fin d'année des impôts avec de l'argent qu'il n'avait pas forcément, et bien évidemment, il se tournait vers des gens comme Poujade ou comme le Sidunatis, qu'on a appelé vite fait évidemment des poujadistes. Je pense que moi, je n'ai rien contre le poujadisme. Si le poujadisme, c'est le souci qu'on a des gens simples et des gens modestes et des gens qu'on défend alors qu'on ne les défend pas habituellement. C'est facile quand on est à la CGT aujourd'hui et qu'on conduit un TGV de pouvoir obtenir une subvention sous prétexte de Jeux Olympiques et personne ne trouve rien à redire. Enfin, personne. Il y a pas mal de gens qui ne trouvent rien à redire à ça. Mais il y a des gens qui trouvent à redire au petit commerçant qui, lui, dit, mais moi, j'en peux plus, je travaille 12 heures par jour, le fisc me tombe dessus, je gagne pas d'argent, je travaille tous les jours, le week-end, je le passe à faire de la comptabilité, ou si je comprends rien à la comptabilité, je demande à mon comptable et il me prend des sommes faramineuses et personne ne me défend. Bah oui, si être poujadiste, c'est défendre ces gens-là, moi, ça ne me gêne pas du tout d'être D'être poujadiste. poujadiste. Merci Michel Onfray. On se retrouve après une courte pause. On s'est un peu éloigné de l'actualité, mais c'était aussi une manière de mieux vous comprendre, ce qui est le sujet de votre livre, qui est une sorte de journal intime. Après la pause, on parlera aussi un peu des élections européennes et de la loi sur l'euthanasie, de la Nouvelle-Calédonie aussi. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio en toute vérité après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Michel Onfray. En toute vérité, il nous parle de son dernier livre, La foudre gouverne le monde. Ça paraît chez Albin Michel, c'est le nouveau tome de son journal hédoniste. C'est la chronique d'un esprit libre dans un temps qu'il est de moins en moins, Michel Onfray. J'aimerais parler de votre livre, mais aussi de l'actualité. Ça tombe bien parce que c'est un livre qui est écrit au fil de l'actualité. C'est aussi, vous essayez de poser votre regard philosophique sur les grands mouvements du monde. J'avais envie d'avoir votre point de vue sur la question calédonienne, parce que d'un côté, il y a un processus démocratique. Quand on est attaché à la démocratie, au référendum, et vous l'êtes, on se dit qu'il faudrait le respecter. Mais de l'autre côté, vous êtes girondin. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en première partie d'émission. Et c'est vrai est-ce que la Nouvelle-Calédonie, bien qu'appartenant à la République, peut être traitée exactement de la même manière, je dirais, que Paris, d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités culturelles, un peuple autochtone dont il faut aussi respecter ou au moins comprendre les revendications indépendantistes? Alors, jusqu'à indépendantiste, je suis d'accord avec vous. Mais indépendantiste, non, je ne le suis plus. C'est-à-dire que je pense, oui, bien sûr, qu'il y a une Non, j'ai pas dit ça. spécificité. J'ai dit qu'il fallait essayer de comprendre leurs revendications, pas Oui, bien forcément que sûr. vous Oui, étiez oui, oui. indépendantiste. Ah non, j'entends bien. Et je vous taquine, je sais bien. Et moi non plus d'ailleurs. En tout cas, Voilà, pas indépendantiste calédonien. absolument. Et donc, je pense qu'il y a effectivement des régions. Moi, je ne parle pas de territoire. J'ai toujours, ça m'énerve de voir des gens qui nous parlent de territoire. C'est un mot de l'éthologie, le territoire. C'est-à-dire, vous avez un animal, un chien, qui va vous faire ses excréments et son urine dans un coin, enfin dans trois coins, et puis il va dire, voilà, j'ai trois points, j'ai un espace, et ça, c'est mon territoire. C'est un terme qui relève de l'éthologie Mhm. et qui est ressorti de l'animalité, quoi. Mhm. Non, les provinciaux n'ont pas des territoires, ils ont Mhm. des provinces, des belles provinces.
Et donc, il y a des spécificités françaises continentales, je dirais. On peut être breton, on peut être savoyard, on peut être normand, on peut être corse, on peut être alsacien, et nul ne dira que ça ne veut rien dire. Hmm. Évidemment qu'on on ne vit pas pareillement chez les Ch'tis et dans la province de Marcel, dans la Provence De de Marcel. Marcel Pagnol. Hmm. Mais c'est la même chose avec la Guyane où j'ai eu la chance d'aller. Je suis allé en Guyane, je suis allé en Martinique, je suis allé en Guadeloupe, et je trouve à l'île de la Réunion qu'il y a des spécificités. Qu'on est en France, évidemment, mais qu'il y a des spécificités. Et qu'on doit pouvoir fabriquer une république sans qu'elle soit jacobine. Et que l'alternative n'est pas c'est le jacobinisme et tout va être décidé de Paris. Je comprends que les Kanaks n'aient pas envie de ça. Mais le Normand que je suis n'a pas envie de ça non plus. Mais j'ai pas envie non plus d'une indépendance qui n'en aurait que le nom. Hmm. C'est-à-dire que les pauvres Kanaks, je pense que dans la seconde où ils Hmm. obtiendraient Ce serait leur la Chine indépendance, qui. bien sûr, ils Hmm. deviendraient chinois Hmm. ou russes. Hmm. Est-ce que vraiment c'est l'intérêt? C'est ce que faisait le général de Gaulle avec la guerre d'Algérie, qui disait si l'Algérie cesse d'être française, elle deviendra soviétique. Hmm. Je rappelle que le FLN est toujours au pouvoir depuis 1962 et que le FLN est un parti de gauche. Hmm. Donc ce qu'on oublie de dire habituellement. Hmm. Donc je pense effectivement que s'il y avait la possibilité d'écouter le droit coutumier, les chefs, enfin d'entendre tout ce monde-là en disant, bon, voyons comment on peut partager les choses. C'est ce que proposait Camus avec la guerre d'Algérie, quand il proposait une solution, non pas à deux États, mais d'un État fédéré. C'est la même chose avec Israël et Gaza aujourd'hui, et la Palestine et la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui penser les choses autrement qu'en termes de jacobinisme. Et un grand chef de l'État, c'est-à-dire je ne parle ni de Macron, ni de Sarkozy, ni de Hollande, ni de etc. Enfin, je parle du général de Gaulle pour être plus clair. Hmm. Peut-être même Mitterrand, mais enfin, saisirait l'occasion historique de Hmm. dire bon, ça craque par là, mais ça craque aussi partout ailleurs. Il y a un problème en Corse, on sait qu'il y a des problèmes aussi en Guadeloupe. C'est vrai que ça fait écho, d'une certaine manière, aussi à la situation en métropole, même si, à mon avis, le contexte est Bien très sûr. différent, culturel, géographique. Je pense que dans l'imaginaire collectif, comme on a un pays déjà fracturé, on se dit, effectivement, c'est le début de la fin, en quelque sorte. Oui, j'ai vu il y a quelque temps sur CNews pas des entretiens, mais enfin des interviews de jeunes qui étaient masqués, mais qui disaient un petit peu ce qui les animait. Je suis pas très sûr qu'ils aient vraiment envie d'indépendance. Ils ont juste envie de tout sauf la France, Hmm. de tout sauf les Blancs, de tout sauf, etc. Ils disent on Hmm. est pauvres, on est miséreux, il y a de l'argent. Ah, ils ont mis le feu à un magasin de Porsche. On voit bien que qui est un Calédonien qui peut s'acheter une Porsche, c'est probablement pas un Kanak. Je suis Hmm. pas très Hmm. sûr Hmm. qu'il Hmm. ait les moyens. Donc il y a évidemment un problème. Et simplement, on résout pas le problème en disant on envoie la troupe. On Hmm. résout pas le problème non plus en disant on va refaire un référendum. Hmm. On résout pas le problème non plus en disant on va vous donner votre autonomie. Hmm. On invente une forme girondine qui permettrait de résoudre tous les problèmes Hmm. et toutes les tensions qu'il y a avec ce qui constitue la France. Hmm. Parce que les Kanaks, les Caldoches, les Bretons, les Normands, les Martiniquais, etc., tout ça, c'est un même peuple, c'est un même monde, c'est une même façon d'être et de penser. Et moi, je défends cette diversité. C'est ce que Ségalène, le poète Ségalène, mais qui était aussi philosophe, appelait le divers, avec un D majuscule. Et moi, je défends pas la diversité, mais le divers. Et le divers, c'est la possibilité, effectivement, de dire inventons des formes. Macron va faire un tour, il guérit les écrouelles comme le roi, et il a l'impression qu'en parlant, il va régler le problème, puis il prend l'avion, il rentre et il pense que le problème est réglé. C'est évidemment pas comme ça que ce sera réglé. C'est pas non plus en laissant trois hauts commissaires, les énarques, je ne sais quoi, qui vont faire quoi. Il faut vraiment le projet qu'avait le général de Gaulle d'une régionalisation, revenir aux sources de ce projet de régionalisation en disant que quand on repense différemment la souveraineté, on est capable de renouer peut-être avec le peuple. Et d'ailleurs, il faut renouer aussi avec un référendum qu'on écouterait. En 2005, quand les Français s'expriment dans un référendum en disant massivement qu'ils ne veulent pas du traité constitutionnel, c'est un coup d'État Hmm. qu'effectuent Hmm. en 2008 Sarkozy et Hollande en utilisant les députés et les sénateurs contre le peuple en disant mais vous l'aurez quand même. Hmm. 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 C'est aussi un genre de coup d'État quand François Hollande dit bon sur la question de l'aéroport de Nantes, on va faire un référendum et puis vous me direz ce que vous voulez. Et les gens disent massivement, on veut l'extension de cet aéroport. Et que fait Hollande? Eh bien, il n'y aura pas d'extension et on laisse le territoire aux zadistes. C'est pas la peine de demander leur avis aux gens
si on n'en fait rien, Mm. c'est pas la peine de demander leur avis aux gens si en plus de ça on leur dit Oui, oui, mais mais bon. pour le coup, justement, la situation est un peu spécifique. Ils ont dit 3 fois, enfin 2 fois en tout cas, le 3e référendum est plus contesté puisqu'il était pendant le Covid, mais effectivement qu'ils ne voulaient pas être indépendants et le dégel du corps électoral était prévu, si vous voulez, par la loi et le processus de Nouméa. C'est là aussi où la situation est complexe. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas tout ou rien. C'est pas vous avez 51% des voix, donc vous avez 100% du pouvoir, Ouais. et vous avez 49% des voix et vous avez 0% du pouvoir. C'est pas ça la démocratie. C'est soit évidemment ceux qui sont issus de la majorité estiment qu'ils prennent en considération les 49% qui Mm. n'ont pas voté pour eux. C'est ce qui faisait jadis Mm. des présidents de la République comme Mitterrand qui disait je suis Président de tous les socialiste Français, en et quelque je suis sorte. président de tous les Français. Je Voilà. trouve que cette affaire, et je voulais vous entendre là-dessus, parce que vous êtes un esprit libre, vous le rappelez d'ailleurs dans l'introduction de votre livre, je trouve qu'elle révèle peut-être les contradictions justement aujourd'hui de la gauche et de la droite. À gauche, parce qu'effectivement, on l'a bien vu, ils sont pour le droit de vote des étrangers en métropole, mais finalement, ils sont pour une forme de préférence nationale en Nouvelle-Calédonie. Et à droite, je dirais, qui s'inquiète du grand remplacement en métropole, entre guillemets, mais par contre, le fait que les Kanaks soient devenus minoritaires chez eux voilà, ne les embête pas. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une double contradiction qui montre peut-être la faiblesse de ces deux camps? C'est pas tant une contradiction que moi je me réjouis de voir un pétinisme de gauche, c'est formidable. Les gens qui pensent comme Pétain, qui parlent de racines, d'enracinement, de métèques, d'étrangers. Oui, mais ils le font que pour la Et Nouvelle-Calédonie, pas voilà, pour pas pour je la dis, métropole. en le disant, Et, mais d'un seul coup, on découvre que cette façon de penser ou de parler, c'est une façon de dire qu'ils détestent la France, en ouais, fait. je crois que c'est ça leur cohérence, ça c'est vrai. Et leur cohérence, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'on a Christine Taubira qui tient le discours de Jean-Marie Le Pen quand il s'agit des Guyanais. Hmm, Ces gens-là, enfin, oui, je dis bien de Jean-Marie Le Pen, je ne parle pas de Marine Le Pen. hmm, Je ne hmm. sais d'ailleurs plus où elle est. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire que cette espèce d'état raciste que veulent les Kanaks, parfois, quand on les écoute, c'est dehors les Blancs et on veut la totalité alors qu'on est minoritaire. Hmm. Bah, voilà, ça s'appelle un état raciste. Ils veulent instaurer un état raciste. Et d'un seul coup, on trouve ces gens, les Taubira, les Mélenchon et autres, du côté de l'État raciste, du côté de la haine de l'étranger, du côté de la racialisation de l'histoire et du monde. On a un Édouard Glissant qui nous dit c'est formidable la créolisation, bien qu'il ajoute normalement ça devrait pouvoir se faire sans violence, mais pour l'heure tous les exemples de créolisation ont montré qu'il ne s'effectuait par la violence. Et là d'un seul coup on se dit bah tiens la créolisation vous n'en voulez plus Monsieur Mélenchon? Cette idée qu'il faudrait mélanger les races, les peuples, etc., parce que ce serait tellement formidable, les Caldoches, les Kanaks, etc. Non, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la tyrannie de la minorité, c'est la dictature de la minorité. Ces gens-là sont des totalitaires, sont fascinés par les régimes totalitaires. Hmm. On le découvre. C'est la même chose quand Madame Taubira, qui a quand même été ministre de la Justice, il ne faut pas se demander pourquoi la justice en est là, mais qui nous faisait savoir à une époque qu'il y avait une bonne traite et une mauvaise traite. Que Hmm. la traite que les Blancs ont pu infliger aux Noirs, alors ça, c'était pas une bonne traite, mais que la traite que les musulmans et les Noirs infligeaient aux propres Hmm. Noirs, Hmm. alors ça, il fallait pas, c'était une Hmm. bonne traite parce qu'elle était faite par les Noirs. Hmm. Et donc, on se dit, mais c'est quand même sidérant, ces gens-là ont des indignations variables, et ils défendent en même temps la traite négrière, pourvu qu'elle soit faite par des Noirs, le racisme, pourvu qu'il soit porté par des Noirs, l'État raciste et racial, pourvu que ce soit porté par des Noirs, je mets Noirs entre guillemets, disons des créolisés, des métissés, pour Hmm. aller Hmm. vite, qu'on me pardonne l'essentialisation des Noirs, évidemment, et je présente mes excuses à ceux qui s'en trouveraient blessés, mais cette façon de dire, si vous êtes anti-français, alors on est avec vous. Hmm. Parce que la France, c'est effectivement le pouvoir de ceux qui détestent la France telle qu'elle est. Donc ça a le mérite au moins de montrer clairement les choses. C'est un peu la même chose avec Gaza, avec la Palestine, avec ce qui se passe en Israël et le commentaire que ces mêmes gens font. Hmm. Hmm. Euh, tout Hmm. ça montre un monde. C'est assez réjouissant d'une certaine manière d'un point de vue politique parce qu'au moins on sait où sont les gens diaboliques. Hmm.
Non, et ce que je vous disais, même si je pense que la contradiction, il n'y a pas de haine de la France chez eux, mais peut-être la limite effectivement du discours d'une certaine droite, c'est que effectivement ils sont inquiets de ce qu'ils appellent le grand remplacement en métropole, mais ils n'ont pas tellement le souci de la minorité kanak, mais qui était autrefois une majorité qui est autochtone en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais ça, en même temps, c'est la question du colonialisme. C'est toujours problématique de juger de quelque chose à partir de son 21e siècle un peu décadent. Si on juge Christophe Colomb à partir d'aujourd'hui, oui, d'accord, je veux bien. Mais à ce moment-là, si on juge tout, le passé à partir du présent, mais c'est 99% du passé qu'il faut détruire. Et il y a là une illustration de ce qui fait vraiment le fond de la gauche que je n'aime pas, moi. C'est du passé faisons table rase. Et cette façon, vous savez que c'est la phrase de l'Internationale, et là on fait du passé faisons table rase. On brûle les musées, on brûle les universités, on brûle les bibliothèques parce que c'est du passé et que le passé est blanc, colonial, nanana, tralala. Évidemment, quelqu'un qui voudrait coloniser, ce serait évidemment aujourd'hui indéfendable. Indéfendable. Ben oui, mais à la lumière d'aujourd'hui, exactement de la même manière que le rapport avec les femmes ou le rapport, enfin la promotion canapé est une formule qui a existé un temps parce qu'elle qualifiait quelque chose qui était coutumier, hélas. Donc aujourd'hui, ça n'est heureusement plus le cas, et c'est très bien que quelques hommes soient terrorisés à l'idée de tomber sur ce sujet ou sur cette question. Mais il y a juste un moment donné où on se dit, est-ce qu'on est obligé de lire l'histoire en termes de lutte des classes? Est-ce qu'on est toujours obligé de croire que, même si on n'est pas marxiste, il faut utiliser les catégories marxistes pour penser l'histoire? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Caldoches et les Kanaks soient faits pour se détester. Je ne crois pas que les Blancs et les Noirs soient faits pour se détester. Je ne crois pas que les musulmans et les judéo-chrétiens soient faits pour se détester. Mais il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent trouver des arrangements. Des formules nouvelles, des formules politiques nouvelles. Moi, je pense qu'effectivement, il faut en finir avec l'obsession jacobine du drapeau, de l'État-nation enfermé avec des frontières. Je pense qu'on peut fabriquer des frontières autrement, et puis en même temps fabriquer du contractuel dans des pays semblables. C'est ce que je me répète, mais c'est ce que proposait Camus pour l'Algérie. Pour l'Algérie. Ouais. Merci Michel Onfray. On se retrouve après une courte pause. On a un peu débordé, mais c'était passionnant. C'était pour que tout le monde comprenne votre position qui est effectivement subtile. Et après une courte pause, on parle enfin des élections européennes. On parlera aussi de l'euthanasie. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité, toujours avec Michel Onfray. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Michel Onfray qui est notre invité ce dimanche matin. Nous évoquons avec lui son nouveau livre, La foudre gouverne le monde. Ça paraît chez Albin Michel. C'est le nouveau tome de son journal Hédonis, journal dans lequel il balaie aussi plusieurs thèmes d'actualité. Je voulais parler avec vous aussi ce matin, Michel Onfray, des élections européennes. Des élections européennes, vous avez déclaré récemment au Figaro que vous n'iriez pas voter. Pourquoi, Michel Onfray ? Je crois que c'était sur CNews plutôt. Le Figaro ne m'a pas interrogé. Le Figaro la nuit pour être exact. Vous l'avez peut-être dit. Voilà, ça me permet de faire un peu de pub pour cette excellente émission que vous pouvez retrouver sur le Figaro.fr. Mais voilà, CNews est aussi une chaîne excellente que je connais bien. Donc c'est très bien. Mais en tout cas, vous avez annoncé que vous ne voteriez pas. Pourquoi ? Oui, mais je continue à ne pas voter. C'est-à-dire que j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu une espèce de coup d'État en 2008, et moi je ne me remets pas de ça. C'est-à-dire que je ne vais pas voter quand on me dit votre vote, on le mettra à la poubelle s'il ne convient pas. Et là, j'ai raison, parce que depuis qu'il y a des élections et que Emmanuel Macron les perd, il fait comme s'il les gagnait tous. C'est-à-dire que n'importe quel gaulliste ou n'importe quel homme ayant le sens de l'État, de la nation, de sa fonction, aurait démissionné, aurait dissous l'Assemblée nationale. Enfin, il y a plein de choses à faire dans la logique de la Ve République. Mais il y a un moment donné, je crois que c'était aux dernières européennes, où il ne faut surtout pas que Marine Le Pen gagne. Marine Le Pen gagne, envoie, et il intervient en disant on a perdu de si peu que ça s'appelle gagner. Et donc, il ne change rien.
Il dirait, bon, je me prends une déculottée, je nomme un Premier ministre issu de Jordan Bardella, par exemple, bah, ce serait dans l'esprit de la Constitution et de la République, et puis voilà, où il démissionne en disant, ça va faire bientôt 10 ans que je suis là et j'ai pas obtenu autre chose que ça, j'ai perdu toutes les élections, il faut que j'en tire les conclusions. Pas du tout. Donc ça ne sert à rien. Les élections, si ça permet, comme le général de Gaulle le souhaitait, de dire au chef de l'État ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, etc., c'est bien, si le chef de l'État en tient compte. Si le chef de l'État dit, ah mais moi je vais vous passer par-dessus, vous ne m'avez pas donné une vraie majorité, vous avez voté contre Marine Le Pen, mais pas pour moi. Vous ne m'avez pas donné de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui confirme que c'est un vote négatif et pas un vote positif qui m'a installé au gouvernement, à la tête de l'État plutôt. Là, il dit, ah mais non, je vais bricoler. Après il prend trois députés par-ci, trois députés par-là, il fait des espèces de commissions en disant, je passe par-dessus la tête de l'Assemblée nationale, et puis on a décidé que, alors vous savez bien que si vous prenez les gens que vous prenez, vous les faites voter, à un moment donné, ils vont voter comme leur parti invite, et que vous allez évincer la France insoumise en même temps que le Rassemblement national, et que vous allez pouvoir gouverner, mais alors c'est pire que de gouverner avec le 49-3. Donc le 49-3, c'est-à-dire on se moque de l'Assemblée nationale, et puis le choix de gens qui vont voter issus de l'Assemblée nationale, mais choisis par tous ces gens-là, c'est encore une façon de mépriser l'Assemblée nationale. Mais bon, Ça, vous n'êtes pas obligé de voter pour Emmanuel Macron, ce sont des élections européennes, oui, ça peut modifier un peu, bouleverser un peu la donne en Europe, c'est aussi une manière, des élections intermédiaires qui compteront dans la perspective de la présidentielle. Donc est-ce qu'en boycottant l'élection d'une certaine manière, vous ne faites pas le jeu du centre-gauche et du centre-droit qui gouvernent justement ensemble depuis des années sans qu'il y ait de véritable alternance? Alors, ça, c'était normalement le deuxième temps de ma réponse. C'est pour rythmer un peu l'émission, Non, mais même vous si... avez raison, vous avez raison, puis il faut m'arrêter un peu. Mais je pense que là, en gros, on nous dit, vous allez monter sur le Titanic et on vous donne le choix de la classe, on vous donne le choix du menu. Qu'est-ce que vous allez vouloir manger sur le Titanic? Du poisson ou de la viande? Qu'est-ce que vous voulez boire? Du blanc ou du rouge? Mais ça m'intéresse pas de monter sur le Titanic. Donc je suis frexiteur, moi, donc j'ai pas du tout envie de contribuer à ce business européen en disant on va faire des oppositions, des majorités, etc. D'autant plus que je ne crois pas en Marine Le Pen. Je ne crois pas dans le Rassemblement national. Je ne crois pas à la sûreté de cette femme et de ses idées. Elle en a trop changé. Jordan Bardella aussi, il est très brillant, il est très intelligent, mais dans son récent débat avec Gabriel Attal, on a vu que ça ne tenait pas la route, qu'il ne tenait pas la route. Alors on dira l'autre, il est dans le cœur du pouvoir, évidemment. Pourquoi vous avez trouvé qu'il ne tenait pas la route? Qu'est-ce qui vous a paru trop fragile chez lui, par exemple? Sur un certain nombre de faits, c'est-à-dire vous les mettez bout à bout, vous voyez bien qu'il y en a un qui a du mal à renvoyer la balle, l'autre qui la renvoie avec une certaine délectation, un certain sourire, l'autre est très tendu, enfin, et puis après on voit bien quand même qu'il est mis en difficulté sur un certain nombre de sujets, mais là encore, je veux dire, quelqu'un qui fait de la politique et qui a les mains dans le cambouis tous les jours, c'est des choses que quelqu'un qui ne fait pas de politique autrement qu'avec des conseillers, en lisant la presse, en ayant des notes de lecture. Il est un peu pour rien, parce qu'il n'a jamais exercé le pouvoir, Jordan Bardella. J'entends bien, non, mais je vous dis juste que même lui, dans sa courte carrière, il a déjà changé d'avis sur un certain nombre de sujets. Je rappelle que Marine Le Pen, elle a déjà changé d'avis sur des sujets majeurs. Pour l'Europe contre l'Europe, pour Schengen contre Schengen, c'est quand même pour Maastricht contre Maastricht, c'est quand même assez problématique. Il y a une époque où, chacun s'en souvient, elle ignorait la différence, en gros, entre le franc, l'écu, l'euro. Donc tout ça, c'est quand même un peu problématique quand son métier, ça consiste à faire de la politique. Donc au moins, moi, je suis pas doué du tout en matière de finance, d'économie, je ne sais quoi. Mais si je devais occuper ce genre de poste, je me serais fait faire depuis très longtemps des cours par des gens dont c'est le métier. J'aurais demandé à notre ami Jacques Sapir qui me booste un petit peu, et je ne serais pas, j'aurais pas dit autant de sottises dans des débats présidentiels. La principale contradiction de Marine Le Pen, que vous notez, puisque vous êtes frexiteur, souverainiste, c'est effectivement qu'elle voulait quitter l'Union européenne et maintenant elle souhaite y rester et la changer de l'intérieur. Mais j'allais vous demander, est-ce qu'on n'a pas le droit de changer d'avis? Parce qu'on peut comprendre son changement de pied dans la mesure où à l'époque elle voulait la quitter, elle n'avait pas d'alliés
potentiel. Aujourd'hui, on voit que des chefs d'État nationalistes, et je dis ça sans que ce soit forcément péjoratif, arrivent au pouvoir. Il y a Viktor Orban, il y a Giorgia Meloni, il y en aura probablement d'autres. Est-ce que du coup, c'est pas compréhensible qu'elle change de position, puisqu'il apparaît aujourd'hui plus réaliste qu'hier de changer l'Europe de l'intérieur? Et par ailleurs, est-ce que c'est pas une preuve aussi qu'elle écoute la souveraineté populaire, parce qu'il semblerait que la sortie pure et simple de l'Europe, même si elle est peut-être souhaitable, effraie aussi une grande partie des Français, voire une majorité des Français. Oui, mais vous savez, si le général de Gaulle avait dû se demander ce que pensaient les Français pour savoir s'ils devaient résister ou pas résister, demander l'avis aux Soviétiques ou pas l'avis aux Soviétiques, composer avec... Quand il met fin à la colonisation en Algérie, il commence par dire « je vous ai compris », il est très ambigu, Michel Onfray. Sur ce sujet, il n'y a aucun problème, il a fait un référendum et tout le monde a voté, et c'est pas le général de Gaulle qui a donné l'autonomie à Après, une fois qu'il avait le pouvoir, mais... Il avait le pouvoir, il est arrivé au pouvoir, c'était la chienlit là aussi, on lui a demandé de régler le problème. Il propose la paix des braves, les femmes braves, c'était déjà pas mal de dire qu'ils étaient braves, ces gens qui égorgeaient à tout va, ils ont dit on n'en veut pas. Donc quand vous êtes chef de l'État, vous n'allez pas dire vous l'aurez quand même, la paix. La paix, ça se fait à deux. Donc il y a un moment donné où vous négociez, vous faites de la politique, et puis quand vous êtes le général de Gaulle, vous tranchez avec un référendum. Les Français auraient très bien pu dire non, on veut pas. Et puis on veut garder l'Algérie dans le giron de la France, et ça n'a pas été le cas. Donc il a demandé, tout le monde oublie ce référendum, c'est quand même sidérant. Il y a eu un référendum, tout le monde a voté, c'est-à-dire à Mayotte, ou non, Mayotte n'en faisait pas partie à l'époque, enfin je veux dire Martinique, Guadeloupe, a donné son avis sur la question algérienne, et puis le général de Gaulle a dit je tranche. Après on lui aurait reproché. Je suis désolé, on va être interrompu par la pub, mais on continue. J'aime pas couper, mais on continue sur cette discussion après une courte pause. En toute vérité sur Sud Radio. À tout de suite avec Michel Onfray. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Michel Onfray, auteur de La Foudre gouverne le monde, le dernier tome de son journal hédoniste. Ça vient de paraître chez Albin Michel. Avant la pause, nous parlions de la question des élections européennes, de la souveraineté. Et je vous demandais, Michel Onfray, vous reprochez à Marine Le Pen d'avoir changé d'avis. Mais est-ce que finalement, le contexte est différent? Donc, après tout, dans un contexte différent, est-ce qu'on n'a pas le droit de changer d'avis? Et avec des alliés en Europe, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de changer un peu le fonctionnement de l'Europe de l'intérieur? Est-ce que pensait Jean-Luc Mélenchon, qui a voté pour Maastricht et qui a appelé à voter Maastricht et qui a couvert d'injures le Danemark qui avait voté non? Donc on peut changer d'avis, bien sûr. Mitterrand a changé d'avis, il était de gauche, il est devenu de droite après avoir été en amont vichiste. Oui, il y a des gens qui ont été, etc., etc. Enfin, tout le monde a changé d'avis. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas Marine Le Pen ou pas, ce sont des idées. Et il y a 5 ans, avec Front Populaire, on a travaillé sur le concept de souverainisme. Alors, je veux pas que nous envoyer trop de fleurs, mais je veux dire qu'à l'époque, l'utilisation même du mot était interdite. On était pestiféré quand on parlait de souverainisme. Aujourd'hui, c'est drôle, on en parle, y compris Macron. Donc, je ne veux pas dire qu'on est à l'origine de ça, mais je pense qu'on a quand même beaucoup contribué avec tous les contributeurs de Front Populaire à montrer que le souverainisme n'était pas ce qu'on disait. Je pense qu'on pourrait faire exactement la même chose, et c'est la grandeur de la politique, plutôt que d'aller dans des grands restos, de boire des grands vins et de mener une belle vie, d'avoir des idées, de faire des propositions et d'avoir des combats idéologiques. Le combat idéologique consisterait à expliquer ce que ça signifierait sortir de l'Europe. Mais là, effectivement, c'est trop compliqué. Ah ben oui, mais si on est contre, les gens ne vont pas être pour. Si on est pour la sortie de l'Europe, les gens ne vont pas être pour. Eh ben tant pis. On croira à ces idées, puis si les gens sont contre, ben ils sont contre. Mais si on veut qu'ils deviennent pour, qu'on leur explique que c'est viable. C'est interdit d'être aujourd'hui Frexiteur. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été viré du service public. Je ne sais pas pourquoi j'ai été viré de France Culture. Je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui interdit de France Inter, de France Culture, etc., etc. Quand j'essaie de chercher, je pense que c'est ça mon péché. C'est effectivement d'attaquer l'Europe. On peut dire n'importe quoi, mais ça, on n'attaque pas l'Europe. Sinon, vous êtes de côté. En tout cas, c'est autorisé à Sud Radio. Vous pouvez y aller. Oui, non, bien sûr, mais heureusement qu'il y a des lieux comme Valeurs Actuelles, le JDD, que CNews, Sud Radio, etc. Alors évidemment, traité de fasciste, évidemment. Il y a un an. Quand même, enfin, ces choses-là. Je veux dire que
au Front Populaire, on vit sans argent public. Hmm. On vit uniquement avec l'achat des abonnés, enfin avec les abonnés et les achats en kiosque. On n'a pas de publicité, évidemment, on n'aurait aucun personnage. Ouais. Justement, Après, c'est impossible. il y a un an et demi, je crois que je vous recevais dans cette même émission et vous m'expliquiez qu'avec Front Populaire, vous allez peut-être lancer une liste aux européennes. Vous auriez pu être la seule liste réellement frexiteuse avec peut-être Asselineau. Pourquoi avoir renoncé à ce projet? Ah bah, faute de tête de liste, j'en manquais pas d'idées, j'en manque pas non plus, mais simplement il faut quelqu'un pour incarner. Et Ça vous pouvait voulez pas pas être. incarner? Je sais pas faire ça. Et moi, j'avais quelques idées, quelques têtes, et il s'est avéré que quand j'ai commencé un peu à creuser le dossier, je me suis aperçu que je faisais fausse route. Donc, je me suis arrêté à ce moment-là. Il faut des gens qui aient le sens de l'État, le sens de la nation, le sens du peuple, qui aient envie de servir des idées plutôt que de se servir des idées, qui aient plus envie de penser aux gens simples et modestes qu'à eux-mêmes, à la télévision ou ceci ou cela. Donc, je me suis dit, on arrête là, quoi. Puis je me suis fait instrumentaliser aussi. Je commençais à me faire instrumentaliser et à un moment donné, j'ai dit, stop, Hmm. j'arrête ça, je laisse ça à Hmm. d'autres. Changement un peu de sujet, on passe, pardonnez-moi, d'un sujet à l'autre, mais j'aimerais aussi qu'on aborde ce sujet grave, c'est la question de l'euthanasie. Vous y avez été toujours favorable, notamment pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, au-delà de ceux qui y sont opposés pour des raisons morales, certains s'inquiètent de l'absence de garde-fous, notamment dans la loi qui est prévue, le fait que on puisse recourir à un tiers plutôt qu'à une équipe médicale, le fait d'être en phase terminale ou en tout cas d'avoir un pronostic vital engagé à court terme ou à moyen terme ne soit plus pris en compte par la loi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que malgré tout, il n'y a pas à craindre certaines dérives? On peut être philosophiquement pas du tout opposé à l'euthanasie et en même temps se dire est-ce que cette loi va être appliquée correctement? Alors, ce qui m'étonne, c'est que les gens inversent les perspectives parce que c'est tout de suite que le n'importe comment est possible. Tout de suite, à l'heure où nous parlons, dans les hôpitaux, tout de suite, quand les gens nous écoutent là, tout de suite, il y a dans des hôpitaux des médecins qui pratiquent l'euthanasie en douce. Alors, je ne dis pas que ce sont des criminels, mais en douce, parce qu'évidemment, ils ne vont pas le dire publiquement. Hmm. C'est un arrangement avec la famille, avec le malade, avec des gens qui sont autour. Et puis, moi, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé avec ma compagne, avec Marie-Claude. Et c'était pas, j'avais pas envie de la tuer, ça je vous assure. Et il n'y avait pas non plus des médecins qui étaient des criminels, je vous Hmm. assure. Aussi. On lui avait dit dans 3 semaines, enfin, on m'avait dit dans 3 semaines, elle ne sera plus là. Et effectivement, 3 semaines passées, et les quelques jours qui ont débordé les 3 semaines ont été terribles. Je ne voulais pas qu'elle souffre mentalement, intellectuellement, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail de cette question, mais je veux juste dire que la possibilité de légiférer, c'est tout de même mieux que l'absence de législation. Moi, jeune homme, j'ai connu un vieux monsieur qui était garagiste dans le village, et c'est lui qui donnait les leçons de permis de conduire, en gros, quand les gens achetaient une voiture. Vous achetiez une voiture et le garagiste vous faisait faire un tour du quartier, vous expliquait comment ça marchait, et hop, vous repartiez, il n'y avait pas de permis de conduire. Donc on sait bien que c'était assez dangereux. Ça tombait bien, il y avait peu de voitures, etc. Donc il y a eu un moment donné où on a fait un code de la route, où on expliquait qu'il allait falloir, comme d'ailleurs ce sont les Américains qui ont rendu ce genre de choses-là possible. Et donc on est dans cet état-là. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est open bar pour les médecins qui font, qui ne font pas, qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas l'euthanasie. Moi, je préfère que on puisse légiférer. Alors évidemment, quand c'est légiféré avec Macron, c'est toujours dû en même temps. Donc vous pouvez pratiquer l'euthanasie, qui ne sera pas l'euthanasie, mais qui sera un geste de fraternité qui permettra, dans l'hypothèse où vous aurez dit oui, que quelqu'un puisse confirmer que vous n'avez pas dit non, alors qu'un tiers sera venu vous voir pour vérifier que c'est pas le contraire que vous vouliez dire, pour savoir si finalement vous allez pouvoir remplir un dossier qui vous permettra d'être, etc. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'il C'est dit, mais pour la loi, pour le coup, est assez permissive. Et effectivement, est-ce qu'il ne faut pas quand même encadrer au maximum les choses, parce qu'on est aussi dans une société matérialiste où il y a des problèmes budgétaires à l'hôpital, extrêmement libéral, et on peut craindre légitimement voilà, qu'on élimine un certain nombre de personnes parce qu'elles sont fragiles, qui n'avaient pas forcément envie de mourir pour de mauvaises raisons. Vous savez, je crois ne pas me tromper en me souvenant qu'à l'époque du Covid, un certain nombre de médecins ont tué des personnes âgées.
Ça s'est dit à l'époque, il y avait des injections de je ne sais plus quel produit, mais on estimait que, voilà. Y a-t-il eu un procès pour ces gens qui ont tué délibérément? Y a-t-il eu des responsabilités du côté de l'État? Un ministre de la Santé, un premier ministre, un chef de l'État qui aurait été inquiété? Moi, je me souviens d'une époque où effectivement on disait, bon, ouais, il va falloir libérer des lits, et là, les personnes âgées, ces personnes âgées, etc. Donc c'est ça que je veux éviter, moi, vraiment. Pour qu'on n'ait vraiment pas dans un coin la possibilité de dire bon bah allez hop libérez-moi ces lits-là et qu'on mette en tôle les gens qui diraient on a besoin de la chambre 512 et donc expédiez-moi cette histoire-là ou des cinglés dont on découvre qu'ils sont des serial killers, des infirmières, des médecins, je ne sais quoi, et on découvre d'un seul coup qu'ils ont tué 8, 10, 20, 30 personnes, etc. Et il faut que ce soit encadré. Et puis après, c'est une liberté, c'est pas une obligation. La liberté d'avorter n'est pas une obligation. On ne saute pas sur le ventre des femmes quand elles sont enceintes. Si vous êtes enceinte, vous pouvez, dans les limites de la loi, avorter. Puis si vous ne voulez pas pour des raisons religieuses, vous n'y recouvrez pas. Et je pense qu'il est bon que des médecins puissent dire, moi, je ne pratique pas d'avortement parce que je fais fonctionner la clause de conscience, et d'autres puissent dire, moi, je le fais. Eh bien, ce serait la même chose avec une euthanasie qu'il faudrait d'abord préciser. Il y a des moments donnés où on dit, mais aide à mourir. C'est pas exactement la même chose de dire à quelqu'un qui dit j'en ai marre, je veux plus vivre et je veux qu'on m'aide à mourir, donnez-moi un médicament. Pour moi, c'est pas vraiment de l'euthanasie, une espèce d'aide au suicide. C'est pas la même chose que quelqu'un qui se retrouve avec un accident de moto, plus de cerveau et qui est en état de mort cérébrale dans un lit. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut légiférer. Je pense que simplement il faut aider les gens à se suicider. C'est un acte important. Tous les Romains, enfin les philosophes romains, je pense à Sénèque, je pense à Épictète, tous les philosophes du stoïcisme ont dit des très belles choses sur ce sujet-là. La pièce est enfumée, tu as le droit de sortir de cette pièce enfumée. Et il faut aider les gens. Il ne faut pas les pousser à bout en disant ils vont se jeter sous un train, ils vont se jeter par la fenêtre ou ils vont se faire sauter l'appartement en faisant un suicide au gaz ou ce genre de choses. Il faut aider, hélas. Les gens, enfin c'est pas il faut aider, hélas, il faut aider les gens qui, hélas, ont envie d'en finir avec leur vie parce que leur vie, ils ne supportent plus leur vie. Après, c'est autre chose quand vous avez affaire à des gens qui ne sont pas conscients. Puis après, c'est pas la même chose non plus si vous avez affaire à des gens qui sont gênants ou embarrassants. C'est le grand-père qui est là depuis trop longtemps et dont on guette l'héritage. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et c'est pourquoi il faut que la loi soit bien faite pour que ce ne soit pas à la main d'un petit-fils intéressé par l'héritage, d'une femme qui a envie de se séparer de son mari ou d'un mari qui a envie de se séparer de sa femme. C'est pour ça qu'il faut que la loi soit très claire. Et puis après, les gens qui ne veulent pas de l'euthanasie, eh bien, ils n'y recourent pas, ni pour eux, ni pour leurs parents. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a un moment donné où la tolérance, c'est aussi ça. C'est pas non plus n'importe quoi qu'on propose dans ces cas-là. C'est la possibilité pour des gens d'en finir s'ils le souhaitent. Après, les gens qui veulent en finir, vous savez, il y a ce qu'on appelle des testaments de vie qui permettent à des gens de leur vivant de désigner des gens en disant quand je ne serai plus en état soit au futur au conditionnel, de décider pour moi-même, telle personne aura le pouvoir de décider pour moi. Eh bien, généralisons les testaments qu'on effectue dans ces cas-là, parce qu'on peut les donner pour quelqu'un qui n'est pas un fils, qui n'est pas une mère, qui n'est pas un enfant ou un petit enfant ou un petit-fils ou une petite fille, je ne sais quoi. Je pense qu'il faut penser cette question-là plutôt que de dire on est pour, on est contre. Si on est pour, c'est qu'on est un nazi. Si on est contre, c'est qu'on est un catho traditionnel. Personne, ouais, c'est ce qui n'était pas mon cas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Mais justement, c'était bien d'avoir votre position nuancée là-dessus. On retient quand même que la loi doit être bien faite. Merci beaucoup, Michel Onfray, pour cette conversation. Et puis, on aura le temps, je pense, de reparler de cette question de l'euthanasie et de bien d'autres questions dans le futur. On rappelle votre livre « La foule gouverne le monde », c'est aux éditions Albin Michel. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.